Eh bien, bonjour à tous et à toutes. C'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons cet après-midi pour un nouveau webinaire qui vous est proposé par l'assurance maladie risque professionnel et qui sera animé cet après-midi par la CARSAT des Hauts-de-France. Un webinaire sur la thématique de la formation d'une personne ressource sur les TMS. Et cet après-midi, nous serons deux pour animer ce webinaire. Donc, moi-même, Sébastien Triopon de la CARSAT des Hauts-de-France, et je suis accompagné de Maxime Campa. Et nous sommes tous les deux donc ingénieurs conseil. Alors, ce webinaire, un peu de logistique pour démarrer. Vous avez sur votre écran, en haut à droite, deux onglets très utiles, puisque le premier onglet vous permet de poser un certain nombre de questions sur le chat, questions auxquelles nous répondrons à l'issue de notre présentation qui dure environ 1 heure. Et vous retrouverez également sur ce chat un certain nombre d'informations au fur et à mesure de notre présentation, avec des documents également à télécharger, dont cette présentation qui sera donc disponible à l'issue de notre présentation. Et vous retrouverez également sur le deuxième onglet un certain nombre de sondages qui vous permettront de manière un peu interactive de participer à cet échange de l'après-midi. Ce webinaire sera également disponible en replay, à la fois sur Webikeo, mais également donc accessible sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie risque professionnel, mais également sur le site internet de la CARSAT des Hauts-de-France. Et donc, si vous voulez faire profiter un certain nombre de vos collègues ou de vos connaissances sur cette thématique, eh bien, n'hésitez pas à relayer l'information. Alors, nous allons démarrer tout de suite ce webinaire en vous présentant l'ordre du jour, et les sujets que nous allons aborder avec Maxime dans l'après-midi. Je reviendrai assez rapidement sur la CARSAT pour repréciser pour peut-être un certain nombre d'entre vous qui nous sommes et ce que nous proposons en termes d'accompagnement des entreprises. Et puis nous enchaînerons sur le sujet à proprement parler de l'après-midi. Donc pourquoi une personne ressource, en revenant sur les causes et conséquences liées aux troubles musculo-squelettiques, les TMS. On vous parlera aussi de la démarche de prévention pour lutter contre ces troubles. Et puis, nous aborderons ensuite le sujet de la personne ressource en elle-même. Donc, pourquoi la désigner, comment la former, bien entendu, comment lui apporter des compétences. Et puis, ce que propose notre réseau prévention, donc composé des CARSAT, CGSS, CRAMIF et INRS, pour la formation de ces personnes ressources et leur accompagnement. Un petit sondage donc, qui vous a permis en ce début de webinaire de mesurer votre état d'esprit avec un peu d'humour, ce qui ne fait pas de mal dans cette période. Alors la CARSAT, un petit rappel, je pense que c'est pas inutile, voilà, on est là pour vous rappeler cet après-midi que la CARSAT, c'est un organisme qui, bien entendu, est souvent connu pour ses missions côté retraite, pour accompagner les assurés à la fois dans la préparation de cette retraite, mais aussi dans le paiement ensuite des pensions. Mais la CARSAT, c'est aussi une équipe au niveau d'assistante sociale qui est là pour accompagner des assurés en difficulté. Et c'est aussi donc un service prévention et tarification qui accompagne les entreprises dans leur démarche de prévention. Alors la CARSAT des Hauts-de-France, on a une direction en fait de la santé au travail et de l'accompagnement social qui va venir proposer toute une offre de services aux entreprises pour bien sûr proposer un accompagnement sur
le champ des risques professionnels et de permettre aux entreprises de se mobiliser correctement sur ces thématiques-là. Ce service est également là pour cibler des risques majeurs, cibler également des entreprises qui ont besoin de cet accompagnement. Et ce service est là aussi, toujours sur la thématique de la prévention, et bien pour fixer le taux de cotisation lié aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Nous avons toute une offre de services qui est là pour vous accompagner, pour accompagner les entreprises, que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.carsat-hdf.fr. Vous aurez ici sur cette diapo, donc sur le support qui vous est fourni, un certain nombre également de liens qui vous permettront d'accéder à cette offre de services. Mais pour rappel, eh bien, nous tenons à votre disposition eh bien, tout un certain nombre de documentations et de publications, à la fois qui sont réalisées par l'INRS, mais également au niveau régional avec les spécificités que nous pouvons avoir. Nous avons à votre service toute une équipe d'experts qui sont là pour vous accompagner en entreprise, des contrôleurs de sécurité, des ingénieurs conseils, mais également des équipes support qui sont là pour vous aider, notamment sur le champ des TMS. Et donc, nous proposons des programmes de prévention pour vous aider à structurer et à apporter de la méthodologie dans vos démarches de prévention, quelles qu'elles soient. On a cité ici sur la diapo 3 grands domaines qui nous intéressent aujourd'hui, mais bien entendu, il y a bien d'autres sujets comme voilà, les TMS, les risques psychosociaux, les chutes également, première cause d'accident du travail, mais on a bien d'autres démarches proposées. Pour rappel, eh bien, nous avons aussi en notre sein des unités techniques, des laboratoires de chimie et de biologie, mais également de physique, qui peuvent vous apporter conseils et effectuer de la métrologie au sein des entreprises pour vous accompagner dans votre réflexion concernant les problématiques d'exposition des salariés à ces risques. Pour rappel, ces interventions, bien entendu, sont incluses dans les taux de cotisation des entreprises. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour cet accompagnement. Nous proposons également des aides financières pour accompagner la mise en œuvre de programmes de prévention. Alors, bien entendu, sous réserve d'éligibilité. Donc, il y a effectivement des seuils de salariés à respecter. Nous proposons une offre de formation à la santé et sécurité au travail, formation que nous disposons nous-mêmes, que nous effectuons nous-mêmes, ou des listes d'organismes de formation que nous habilitons. Nous proposons également des réseaux de consultants, des intervenants en prévention des risques professionnels, des IPRP, ou des consultants sur le champ des risques psychosociaux également. Toutes ces informations, vous pouvez les retrouver à la fois sur notre site internet, dont vous avez l'adresse sur ce slide, mais également sur un webzine régional que nous vous proposons avec des dossiers thématiques www.entreprendreensemble.info. Et nous vous proposons donc régulièrement, dans cette période pandémique, des webinaires sur un certain nombre de sujets disponibles donc en replay, comme je le soulignais. Vous avez par exemple en replay un webinaire sur le pourquoi et le comment de l'analyse des accidents du travail et maladies professionnelles. Vous pourrez cliquer sur la bulle de cette diapo pour y accéder directement. Le 27 mai prochain, nous animons également un webinaire sur l'intervention des entreprises extérieures, sujet parfois sensible au sein des entreprises. Pour tout contact, eh bien, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse indiquée en bas de ce slide, contactprévention@carsat-nordpicardie.fr pour un accompagnement de notre part. Et bien entendu, cette offre de service, eh bien, elle est répercutée et elle est disponible également au sein des autres CARSAT CGSS et au sein de la CRAMIF sur des modalités à retrouver sur les sites des caisses respectives. Je vais laisser la main à Maxime pour vous parler maintenant eh bien, du cœur du sujet de cet après-midi, les troubles musculo-squelettiques.
Donc bonjour à tous. Donc avant de rentrer dans le cœur du sujet de ce webinaire, la personne ressource en charge du projet de prévention des TMS, voyons en guise de préambule ce que sont les TMS. Donc les TMS sont des maladies qui touchent les tissus mous, c'est-à-dire les muscles, les nerfs, les tendons. Les différentes parties du corps peuvent être concernées, les membres supérieurs comme les membres inférieurs. Donc vous pouvez voir sur l'infographie à l'écran la répartition des zones du corps touchées par ces TMS. Donc en premier lieu, les poignets, mains, doigts à hauteur de 38%. Viennent ensuite les épaules à hauteur de 30%. Et puis enfin les coudes à hauteur de 22%. Les membres inférieurs ne sont pas en reste et sont impactés, peuvent être impactés également, mais dans une moindre mesure comme vous pouvez le voir. Les genoux à hauteur de 2%. Et puis aussi le mal de dos au niveau des lombaires, qu'on appelle plus communément la lombalgie, à hauteur de 7%. Donc certains facteurs de risque intrinsèques propres aux individus, comme l'état de santé ou encore l'âge, peuvent jouer un rôle dans l'apparition ou l'aggravation des TMS. Mais c'est bien l'activité professionnelle qui joue le rôle prépondérant. Et notamment donc, quand l'organisation du travail est mise en place, voilà, la répartition des charges, la définition des tâches et autres, fait émerger deux types de facteurs de risque. Donc on a d'un côté les facteurs de risque biomécaniques, en lien avec les gestes et les postures du corps, donc par exemple les gestes répétitifs, les positions articulaires extrêmes ou encore le port de charge lourde. Ce sont des exemples. Et d'un autre côté, nous avons aussi les facteurs psychosociaux, donc tout ce qui a trait à la pression temporelle, aux cadences, au manque de soutien social ou aux difficultés relationnelles avec ses collègues, avec les salariés, avec sa hiérarchie, le manque d'autonomie ou encore les faibles latitudes décisionnelles. À ces facteurs viennent également s'ajouter ce qu'on appelle des facteurs physiques, donc des facteurs en lien avec l'environnement de travail, donc qui peuvent également contribuer dans l'apparition ou l'aggravation des TMS, comme le froid ou les vibrations par exemple. Donc les TMS, aujourd'hui, constituent la première maladie professionnelle reconnue en France. Aujourd'hui, 87% des maladies professionnelles reconnues sont des TMS. Et le mal de dos, la lombalgie, représente quasiment un accident de travail sur 5, avec une durée d'arrêt moyen de l'ordre de 2 mois. Les TMS ont des conséquences relativement lourdes sur la santé des salariés, avec des conséquences à la fois sur la sphère personnelle, entraînant une dégradation de la qualité de vie. Et ces conséquences sur la sphère personnelle ont inéluctablement des conséquences au niveau professionnel. Donc, d'une manière générale, les TMS se traduisent toujours de la même façon. Au départ, une gêne qui évolue vers des douleurs, puis des douleurs répétées, conduisant jusqu'à une perte de capacité physique et dans certains cas, malheureusement, du handicap. Donc, ces conséquences au niveau personnel, moyen long terme, ont une répercussion au niveau professionnel. Ça peut être des difficultés à évoluer professionnellement, dans certains cas des inaptitudes au poste de travail prononcées, et malheureusement aussi pouvant conduire à un risque de désinsertion professionnelle. Aujourd'hui, encore quelques chiffres clés, la lombalgie représente la première cause d'inaptitude avant 45 ans, et quasiment un TMS sur 2 entraîne ce qu'on appelle des séquelles lourdes, donc des incapacités permanentes. Donc ces conséquences sur la santé des salariés, au-delà de représenter, je dirais, un enjeu de santé au travail, représentent un enjeu de santé publique. Et donc ces conséquences sur la santé des salariés ont également des conséquences sur les entreprises, sur la santé des entreprises, donc sur leur performance et même la pérennité de leurs activités. En termes de coûts directs, les TMS et le mal de dos ont représenté environ 2 milliards d'euros de cotisations versées par les entreprises, chiffre national consolidé en 2018. 22 millions de journées de travail perdues à cause des TMS et du mal de dos, et quasiment 107 000 équivalents temps plein en termes d'absentéisme. Donc des chiffres relativement conséquents en termes de coûts directs. Et je dirais que ces coûts directs sont la partie émergée de l'iceberg, puisque à ces coûts directs viennent s'ajouter les coûts indirects, qui sont aujourd'hui évalués comme étant entre 2 et 4 fois supérieurs à ces coûts directs. Donc là, on parle d'absentéisme, de turnover, de toute la désorganisation du travail que cela peut engendrer. Pendant que des salariés sont absents, il y a peut-être besoin de recruter des salariés, donc c'est du temps à passer pour le recrutement.
Une fois ces salariés recrutés, du temps à passer pour les former, et une fois formés, du temps jusqu'à ce que ces salariés deviennent pleinement opérationnels. Donc pendant ce temps-là, peut-être que la charge de travail peut être rebasculée vers les autres salariés, donc engendrant une charge de travail supplémentaire, voire même pour impacter l'ambiance de travail générale, un mauvais climat social. Et tous ces éléments peuvent impacter la productivité ou encore la qualité du travail. Donc ces éléments étant posés, quelle démarche de prévention mettre en place? Donc depuis quelques années, l'assurance maladie risque professionnel propose un programme de prévention TMS Pro, donc qui, au travers d'une offre de services, au travers d'outils, de méthodologies, permet d'accompagner les entreprises dans la mise en place d'une démarche de prévention des TMS. Donc, la démarche de prévention du même nom, la démarche TMS Pro. Cette démarche est structurée en 4 étapes. On verra dans le détail dans la slide juste après le contenu de ces étapes. Donc, c'est une démarche structurante, car elle permet aux entreprises, à l'aide des outils, à l'aide des méthodologies proposées, de pouvoir avancer méthodiquement, hiérarchiquement aussi, pour mettre en œuvre cette démarche de prévention. À savoir que toute cette offre de services, les outils, la méthodologie proposée est à disposition en libre service, libre téléchargement sur la page web Amélie Entreprise dans le bloc prévention des TMS. Donc cette démarche qui s'aborde sous l'angle de l'amélioration continue, de la montée en compétences, vise plusieurs objectifs. Donc déjà en premier lieu de réduire les effets des expositions au risque de TMS, mais aussi de pouvoir rendre les entreprises autonomes face à ce risque, grâce justement à toute la méthodologie et les outils, une fois que ces derniers sont appropriés par l'entreprise. Et puis, in fine, élargir la culture de prévention, puisque vous le verrez juste après, la structuration de cette démarche est pleinement duplicable sur la plupart des autres risques professionnels. Donc la démarche TMS Pro, donc une démarche en 4 étapes, vraiment abordée sous l'angle de la montée en compétences et de l'amélioration continue. Donc une démarche en 4 étapes. La première qui est une démarche d'état des lieux et de prise de conscience. État des lieux de comment est organisée la prévention des risques dans l'entreprise et plus spécifiquement, si elle existe, la prévention des risques TMS. Pourquoi cet état des lieux? Pour une prise de conscience, d'une part, de l'existence de cette problématique et d'autre part, de la nécessité de s'engager dans la démarche. Donc cet état des lieux passe notamment par la collecte et la formalisation d'indicateurs santé sécurité au travail, d'indicateurs sociaux, indicateurs RH et autres, dans un tableau de bord qui permettra de poser cet état initial et de suivre l'évolution de la démarche tout au long de sa progression. Un autre outil proposé aussi dans la démarche, qui s'appelle l'outil d'évaluation de la démarche de prévention, donc qui est un outil qui s'articule autour de 6 thématiques clés pour la réussite de la démarche, comme l'implication des salariés, l'engagement de la direction, la communication, et donc qui permet de poser cet état des lieux, d'identifier les points forts qui sont déjà en place dans l'entreprise, mais aussi d'identifier les points qui sont un peu moins bien maîtrisés et qui constituent, on va dire, des points de vigilance et des axes de travail pour le déploiement de la démarche. Donc cet état des lieux posé, la démarche peut s'engager. Et donc on arrive à l'étape 2. Cette étape 2 est une étape de formalisation du projet de prévention des TMS, une étape de cadrage. Et ce cadrage passe d'une part par l'identification des ressources et des compétences nécessaires. Et c'est là qu'intervient notre personne ressource qui aura la charge de l'animation et de la conduite de la démarche. Ce cadrage passe également par la sensibilisation, l'information et même l'implication des salariés dans la démarche pour les rendre acteurs. Et enfin, passe par ce que l'on appelle un dépistage, donc l'identification des situations de travail à risque TMS prioritaire. Là encore, plusieurs outils, une offre de formation notamment, qu'on verra par la suite, et un outil de dépistage, donc basé sur la méthodologie développée par l'INRS, qui permet, au travers de différents critères, de pouvoir identifier et hiérarchiser ces situations de travail à risque. Donc le cadrage du projet étant posé, on peut passer à l'étape 3, avec un attendu qui est l'analyse d'une des situations de travail à risque prioritaire identifiées dans l'étape précédente. Alors une analyse approfondie au sens ergonomique du terme, avec des observations de poste in situ, avec des questionnements et des échanges avec les salariés, pour en faire ressortir les facteurs de risque, ces fameux facteurs de risque qu'on voyait tout à l'heure, biomécaniques, psychosociaux, environnementaux,
associé à cette situation de travail, dans l'objectif de pouvoir formaliser un plan d'action avec des actions techniques, des actions organisationnelles, des actions humaines, qui permettront d'avoir un impact sur ces facteurs de risque, donc de les supprimer ou à minima de les réduire. Ce plan d'action mis en œuvre, on passe à l'étape 4, qui est une étape d'évaluation, donc à la fois des actions de prévention mises en œuvre, donc déjà être sûr que ces actions ont permis de supprimer ou réduire les facteurs de risque identifiés. Est-ce qu'elles sont aussi adaptées, durables dans le temps? Et puis une évaluation de la démarche qui a été conduite au sens global, donc avec l'analyse des indicateurs qui ont été constitués dans l'étape 1, et la reconduite, je dirais, de l'outil d'évaluation qui a servi d'état des lieux dans l'étape 1 et qui permet de valider quelque part que les points forts de la démarche, les points clés qui étaient maîtrisés le sont toujours, de voir les points qui ont permis de progresser, et d'évaluer toujours des axes de travail et des points qui ont été moins bien maîtrisés, moins bien conduits pour la suite des démarches. Donc vraiment toujours sous cet angle de montée en compétences et d'amélioration continue. Donc vous le voyez avec cette présentation des 4 étapes et notamment de l'étape 2 que notre personne ressource est un élément clé de la réussite de la démarche TMS Pro. Et on va voir maintenant tout de suite pourquoi en détail. Sébastien, je te repasse la parole. Eh bien, merci Maxime. Donc effectivement, on a pu voir au travers des propos de Maxime à la fois ces enjeux très forts pour l'entreprise et donc eh bien comment on met en œuvre cette démarche de prévention avec une méthodologie qui s'appuie d'ailleurs, vous avez certainement pour certains pu reconnaître finalement une route de Deming, une boucle d'amélioration continue, au sein duquel effectivement, eh bien, la personne ressource aura un rôle extrêmement important à jouer. Alors, avant d'arriver aux missions de cette personne ressource, peut-être rappeler que une démarche de prévention, eh bien, c'est pas l'affaire d'une seule personne, bien entendu, et tout ne va pas reposer fort heureusement sur les épaules de cette personne ressource, mais c'est bien une implication d'un ensemble d'acteurs notamment déjà internes au sein de l'entreprise. Eh bien, à commencer par le dirigeant. Le dirigeant, bien qui doit mesurer les enjeux pour son entreprise de ces aspects de santé et sécurité au travail, et qui doit derrière impulser la démarche de prévention, qui doit définir des moyens à mettre en œuvre. Et donc, le dirigeant, il est là pour initier le projet et bien sûr, quelque part, le piloter. On verra tout à l'heure que notre réseau propose, bien entendu, un accompagnement pour le dirigeant. Bien sûr, la personne ressource, elle est extrêmement importante. On va le détailler dans les slides qui viennent, mais elle est là effectivement pour animer le projet, pour conduire la démarche de prévention. À ce titre, elle doit être outillée. Ce n'est pas qu'une question de bon sens, il faut effectivement lui apporter un certain nombre de compétences d'une part, mais également cette personne de ressources doit savoir où aller chercher un certain nombre d'outils et de méthodes pour ce projet. Et puis, on n'aura pas de résultat sans l'implication de l'ensemble des salariés, en passant du management jusqu'aux salariés, je dirais, au poste de travail, parce que les salariés, eh bien, on doit, dans la démarche de prévention, les rendre acteurs de cette démarche. Je n'oublie bien sûr pas les instances représentatives du personnel qui ont un rôle essentiel à jouer dans toute démarche de prévention. Voilà. Alors, la personne ressource, eh bien, quels sont les enjeux pour cette personne ressource? Déjà, c'est de bien pouvoir prendre conscience, bien sûr, des enjeux au travers des compétences qui vont lui être apportées, et bien de pouvoir mesurer correctement, à la fois faire l'état des lieux que Maxime a évoqué, mais savoir comment on peut agir sur ces TMS. C'est aussi s'approprier la démarche de prévention. Faire intervenir, on va y en reparler, c'est intervenir des compétences externes à l'entreprise, c'est très bien. On va apporter au sein de l'entreprise des compétences, mais pour qu'il y ait une appropriation au sein de l'entreprise, eh bien, il est important, à un moment donné de l'histoire de cette démarche de prévention,
eh bien, de faire monter en compétence une personne ressource pour que cette personne ressource, eh bien, s'approprie, comprenne la démarche de prévention et surtout continue cette démarche de prévention une fois que l'expertise externe éventuelle, eh bien, ait quitté l'entreprise. Je vais prendre un exemple très concret que peut-être un certain nombre d'entre vous ont vécu. Je fais venir un consultant externe pour une mission qui réalise, bien entendu, on va l'imaginer de manière très intéressante et très correcte, mais le risque, c'est que le rapport issu de ce consultant externe, eh bien, finisse eh bien, au sein d'une armoire et qu'il n'y ait pas de suite donnée. Donc, notre objectif, c'est bien sûr de ne pas rester sur une expertise donnée, mais qu'il y ait bien une suite, qu'il y ait bien un plan d'action, comme l'a évoqué Maxime précédemment. Et donc, pour cela, il faut qu'il y ait bien une personne qui sache de quoi on parle, qui s'approprie la démarche de prévention, qui accompagne aussi l'expertise externe pour qu'elle soit la plus fine possible et qui ait une démarche derrière. La personne ressource, elle va être facilitateur aussi au sein de l'entreprise. Elle va pouvoir décoder parfois le discours que va apporter un expert externe et va pouvoir parfois aussi vulgariser un certain nombre de propos, va permettre de faire comprendre les enjeux, mais le pourquoi de cette démarche, rappeler les différentes étapes de cette démarche qui peut parfois prendre plusieurs mois. Et donc, cette personne ressource, elle sera là pour accompagner, faciliter les choses. La personne ressource, elle va être là aussi pour impliquer. Une démarche de prévention, elle ne peut fonctionner que si elle est participative, avec l'implication des différents acteurs de l'entreprise. Donc la personne ressource, elle a aussi ce rôle d'interface. Et enfin, sachez que, et c'est peut-être même le plus important, la démarche de prévention, elle est toujours fragile. Et donc, notre objectif, nous, c'est que cette démarche de prévention au sein de l'entreprise, elle soit pérenne dans le temps. Ce soit pas juste une première route des mines qui tourne et on en reste là. Donc la personne ressource, elle est là pour faire en sorte que la démarche de prévention, elle soit pérenne dans le temps. Que tout ça, ce soit pas juste un one shot, mais que effectivement derrière, il y a des choses qui continuent au sein de l'entreprise, que les résultats obtenus soient consolidés, voire aillent au-delà pourquoi pas de ce qu'on pouvait attendre au démarrage de la démarche. Notre objectif, c'est bien de toucher et d'avoir des résultats sur la performance directe de l'entreprise. Alors, ça fait une belle feuille de route pour la personne de ressources. Bien entendu, il faut l'accompagner, on y reviendra tout à l'heure, comment la former, comment l'accompagner. Sachez aussi que, bien sûr, elle peut s'appuyer sur des compétences externes. Elle ne doit pas se retrouver seule, elle doit savoir où aller chercher ses compétences externes. Sur la diapo suivante, on vous a mis un certain nombre d'interlocuteurs, d'acteurs autour de l'entreprise qui peuvent accompagner cette personne ressource. Alors, bien entendu, on a indiqué ici les CARSAT. Nous avons un certain nombre donc d'interlocuteurs qui peuvent accompagner cette personne ressource, à commencer par les contrôleurs de sécurité qui sont en charge du suivi des entreprises, mais également un certain nombre de ressources au sein des CARSAT qui peuvent proposer des aides financières, des formations, de la documentation, etc. Donc pour accompagner ces personnes ressources. Donc c'est important pour elles de pouvoir savoir où aller chercher cet accompagnement. Bien entendu, je vais citer cet après-midi les services de santé au travail, avec bien sûr les médecins du travail, mais aussi bien entendu les équipes pluridisciplinaires et parfois la présence de compétences en ergonomie au sein de ces équipes qui peuvent accompagner les entreprises au travers de certaines étapes de la démarche qu'a présenté Maxime tout à l'heure, notamment dans l'étude ergonomique de l'étape 3 qui était évoquée précédemment. Je n'oublie pas bien sûr les instances, les intervenants en prévention des risques professionnels, ce que nous appelons dans notre jargon les IPRP, qui sont là également pour accompagner les entreprises. Sachez que au sein de la CARSAT des Hauts-de-France, nous animons un réseau d'IPRP et que nous pouvons vous proposer une liste d'intervenants qui interviennent dans les Hauts-de-France
pour accompagner les entreprises. Et puis, je citerai également sur cette diapo les organismes de formation, les OF, qui sont là pour apporter une compétence à la fois aux personnes ressources, mais au-delà également aux salariés eux-mêmes, au travers d'une offre qui est proposée par notre réseau prévention. Et donc, nous habilitons un certain nombre d'entités sur ces champs-là au travers du respect de référentiels proposés par l'INRS. Ce que je vous propose maintenant, c'est le témoignage d'un organisme de formation. Bien sûr, c'est très intéressant d'écouter Maxime et moi-même, mais je pense qu'il est aussi important que vous écoutiez le témoignage d'un organisme de formation sur l'importance de cette personne ressource. Alors, je vais lancer tout de suite le film. Voilà la vidéo. Bonjour, je suis Amandine Payen, je suis consultante pour un cabinet de formation et de conseil en ergonomie, Métro Ergo. Je suis également formatrice, certifiée par l'INRS et le réseau prévention pour la formation Devenir personne ressource du projet de prévention des TMS dans l'entreprise dans le cadre du programme TMS Pro. Métro Ergo intervient pour tout type d'entreprise, des grands groupes ou des PME. La vocation de Métro Ergo est d'apporter aux petites entreprises une méthodologie et des outils afin de les rendre autonomes dans leur démarche de prévention. Une des difficultés rencontrées dans les petites entreprises, c'est vraiment la structuration du projet. Elles sont face à plusieurs obligations réglementaires, telles que le document unique d'évaluation des risques, la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles ou encore l'évaluation de la pénibilité. Notre rôle est de les accompagner dans l'articulation de ces différentes obligations afin que l'entreprise gagne en autonomie. Cela passe généralement par un transfert de compétences, par la formation d'un groupe de travail ou d'un comité de pilotage, puis d'un accompagnement méthodologique au cours de plusieurs réunions sur le long terme. La démarche peut prendre 3 à 6 mois selon l'état d'avancement de l'entreprise, selon ses objectifs et selon ses possibilités. Concernant la formation Devenir personne ressource TMS, elle s'articule autour de 5 journées de formation en interentreprise associées à 2 demi-journées d'accompagnement en entreprise. Cette formation permet de structurer le projet de prévention des TMS en association avec les différentes étapes du programme TMS Pro. Pour plus d'informations sur les prochaines dates de formation, n'hésitez pas à consulter notre site internet. Voilà, donc un témoignage d'un organisme de formation sur l'intérêt et l'importance de cette personne ressource. Alors nous allons continuer maintenant avec quelques verbatims apportés par un certain nombre d'entreprises également sur l'intérêt de cette personne ressource, de la désignation et de la montée en compétences, et de ce que ça a apporté. Vous voyez des témoignages, vous allez voir des témoignages d'entreprises de tailles différentes, de secteurs d'activité également différents, et que vous allez pouvoir retrouver, je vous le rappelle, au travers donc de cette présentation qui sera en téléchargement à l'issue de notre présentation. Vous voyez le témoignage ici d'une entreprise qui met le doigt sur l'importance de structurer à la fois la démarche de prévention. C'est pas juste, je le rappelle, qu'une question de bon sens, mais on a besoin de méthodologie pour aboutir rapidement à des résultats. Et donc, la personne ressource, l'animateur de la démarche de prévention a apporté à cette entreprise, notamment dans le suivi de la méthodologie et de la mise en œuvre de cette méthodologie pour la fixation des priorités et en rendant cette démarche également participative. On a un autre témoignage qui provient du secteur de la fabrication de pièces de caoutchouc, une beaucoup plus petite entreprise, 21 salariés, qui témoigne
sur le fait qu'effectivement, cette démarche de prévention TMS Pro a permis de mettre en place un réel projet au sein de l'entreprise de détection des TMS, de faire participer, donc là aussi de mettre en place une démarche participative au travers de groupes de travail et bien qui témoigne sur le fait que la formation de la personne ressource n'est pas qu'une formation purement théorique, nous y reviendrons, mais une formation également apprenante, une formation action avec bien de la mise en pratique au travers de travail d'intercession. Et vous avez également un carrossier industriel, donc une entreprise, une PME un peu plus conséquente, qui témoigne également au travers donc de l'importance de l'arrivée d'une personne ressource au sein de son entreprise et qui a été donc un réel soutien dans la conduite de projet. Ce que je vous propose maintenant, c'est une deuxième petite vidéo donc d'une entreprise qui témoigne également donc sur ce qu'a apporté la personne ressource au sein de l'entreprise. Et je vous retrouve juste après. L'étape 2 de TMS Pro consiste, à formaliser l'engagement de l'entreprise, à rechercher des ressources et compétences qui vont permettre de déployer le programme TMS Pro, à informer et à mobiliser les salariés de l'entreprise et enfin à identifier les situations de travail prioritaires grâce à un dépistage. Et l'ensemble de ces éléments vont se retrouver dans une note de cadrage. En ce qui concerne les ressources et compétences, l'entreprise peut tout à fait dans un premier temps se faire accompagner par des ressources externes, services de santé au travail, IPRP, consultants, mais il est important que l'entreprise prévoie de former des personnes en interne pour pérenniser la démarche de prévention. Donc en collaboration avec la direction, nous avons identifié 2 personnes ressources dont je fais partie. Nous avons été formés par un organisme de formation, Métro Ergo, afin d'apprendre ce qu'étaient les TMS, comment le corps humain fonctionne et apprendre aussi que les TMS sont multifactoriels. Donc on a les facteurs importants biomécaniques et les facteurs psychosociaux qu'il faut absolument prendre en compte. L'outil TMS Pro nous a permis donc de bien structurer notre démarche de prévention. Au niveau de la communication, dans le cadre de la démarche TMS Pro, nous avons rassemblé l'ensemble des salariés pour leur expliquer déjà ce qu'est la démarche TMS et puis sur quels services on allait en priorité agir et leur expliquer pourquoi et puis les indicateurs qu'on allait retenir. C'est vrai que les salariés au départ étaient un peu sceptiques, ils se demandaient un petit peu ce qui allait se passer et au fur et à mesure on a vu les actions s'enclencher les unes après les autres et de ce fait aussi ils ont vu qu'on était aussi dans une démarche d'amélioration continue. Et là, du coup, sont devenus un peu plus participatifs et un peu plus impliqués dans la démarche. Donc, du fait de l'implication des salariés dans la démarche TMS Pro, on a souhaité aussi travailler sur les risques psychosociaux. Et de ce fait, prendre la même méthodologie que la démarche TMS Pro, mais pour travailler sur nos actions de ce qu'on a qualifié le bien-être au travail. On avait pas mal de sujets et d'actions à mettre en place là-dessus. Et au bout de, là, ça fait la deuxième année que nous sommes dans cette démarche de bien-être au travail. Et on a vu quelques indicateurs évoluer, comme le taux d'absentéisme, qui évolue de manière positive, c'est-à-dire, et puis des salariés qui se sentent aussi un peu plus impliqués dans les projets que l'on mène au quotidien. Voilà, un nouveau témoignage donc important d'une entreprise qui avait été accompagnée dans le cadre de la première saison de TMS Pro et qui nous a apporté donc son témoignage de la mise en œuvre de ce programme. Vous pouvez retrouver d'ailleurs d'autres vidéos concernant le témoignage de cette entreprise pour les autres étapes de la démarche TMS Pro. Là, nous faisions un focus sur l'étape 2. On va maintenant essayer de répondre à la question comment former cette personne ressource et je vais laisser la main à Maxime. Merci Sébastien. Donc voilà, comment former la personne ressource. On a déjà eu quelques pistes et quelques éléments de réponse dans cette première partie du webinaire.
Donc aujourd'hui, le réseau prévention des CARSAT, CRANIF, CGSS, INRS donc, propose d'un côté un dispositif générique adapté à tout secteur d'activité avec 2 formations disponibles. La formation Devenir personne ressource TMS et une seconde, la formation Devenir chargé de prévention TMS qui est une formation dérivée de la première et adaptée sur on va dire son contenu et son format aux plus petites structures. Je reviendrai plus en détail sur le contenu et l'organisation de chacune de ces formations juste après. Et à ce dispositif générique vient s'ajouter un dispositif sectoriel, donc avec 4 formations proposées, des formations qui ont été construites pour s'adapter et être au plus près des contraintes et des spécificités des activités de ces différents secteurs. Donc une formation spécifique pour le secteur sanitaire et médico-social, une pour le secteur de l'aide et soins à domicile, une pour le secteur du transport routier et de la logistique, et une pour le secteur de la propreté du nettoyage. À savoir que pour chacune de ces formations sectorielles, c'est un package complet qui est proposé, incluant d'un côté la formation du dirigeant, comme Sébastien l'évoquait tout à l'heure pour le côté pilotage de la démarche et engagement, la formation de la personne ressource, donc pour animer et conduire cette démarche, et aussi la formation des salariés pour les rendre acteurs de celle-ci. Une précision, tous ces dispositifs de formation, l'animation de ces dispositifs de formation a été confiée à des organismes de formation habilités par notre réseau. Et qui dit habilitation, dit un cahier des charges à respecter, des objectifs pédagogiques à atteindre par les apprenants et un déroulé, un contenu pédagogique à respecter pour les organismes de formation. Donc toutes les informations concernant ces dispositifs sont disponibles sur la page internet de notre CARSAT, l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran, dans le bloc dédié à toutes nos formations. Donc spécifiquement, et on l'a entendu dans certains des témoignages précédents, donc la formation de la personne ressource, donc la formation du dispositif générique, qui est une formation en 6 jours et dont l'organisation permet d'alterner en séance l'apport de connaissances théoriques et lors d'intercessions de pouvoir mettre en pratique les connaissances théoriques acquises lors des modules en présentiel. Donc l'organisation est la suivante, un premier module de 2 jours, pour apporter les premières connaissances théoriques nécessaires pour l'engagement de la démarche. Un premier temps d'intercession avec des travaux à réaliser et avec une demi-journée d'accompagnement en entreprise, dans l'entreprise de l'apprenant par le formateur, donc qui permet de mettre en pratique immédiatement les connaissances théoriques apportées. Un deuxième module en séance, en présentiel de 2 jours, donc qui permet à la fois de débriefer la première partie de la formation et de valider quelque part les acquis théoriques qui ont été délivrés, mais aussi de préparer la suite de la formation. Donc à nouveau un temps d'intercession avec à nouveau des travaux à conduire et à nouveau une demi-journée d'accompagnement dans l'entreprise de l'apprenant par le formateur. Et enfin un dernier module d'une journée en séance, donc qui permet de valider quelque part l'ensemble des connaissances théoriques et la mise en pratique de ces connaissances théoriques déployées lors de toute la formation. Et si vous vous souvenez tout à l'heure dans un des témoignages présentés par Sébastien, on avait le témoignage d'une personne ressource qui précisait bien que, alors c'est peut-être pas les termes exacts, mais que l'intérêt de cette formation permettait justement d'alterner apport de connaissances théoriques et mise en pratique de ces apports, et que justement ça ne pouvait être que bénéfique pour l'apport des compétences et connaissances nécessaires au déploiement de la démarche. Donc une formation effectivement en 6 jours. En bas de votre écran, vous pouvez retrouver l'ensemble des organismes de formation habilités à déployer cette formation. Donc au niveau national, sur le site de l'INRS, www.inrs.fr dans la rubrique Services aux entreprises, formation confiée à des organismes habilités. Et spécifiquement pour notre région, dans les Hauts-de-France, sur le site internet de notre CARSAT, toujours dans le bloc dédié aux formations, vous avez accès à une cartographie régionale qui permet d'identifier les organismes de formation habilités sur ce dispositif, donc les organismes habilités et intervenants dans notre région. Pour la deuxième formation, donc la formation intitulée « Devenir chargé de prévention du projet de
prévention des TMS, justement. Donc, je vous le disais, c'est une formation c'est une version adaptée de la première formation dans son contenu et sur les points abordés pour être plus approprié aux plus petites structures. Sinon, dans la philosophie, dans l'organisation, le concept reste le même. Hein. Là, on est sur 4 jours, mais toujours avec des temps d'apport théorique en séance, accompagnés de temps d'intercession avec des travaux à réaliser, avec l'accompagnement du formateur dans l'entreprise de l'apprenant, sachant que le formateur reste bien évidemment aussi tout au long de la démarche disponible pour pouvoir accompagner à distance les apprenants. Donc là, à nouveau, les organismes de formation habilités, vous pouvez les retrouver sur le site de l'inrs.fr. Alors la différence entre ces deux formations, comme je vous le disais, c'est que pour la formation en 4 jours, le contenu et le format a été adapté pour être plus adapté aux plus petites structures. Et donc les objectifs pédagogiques pour chacune de ces formations. Donc, pour la formation personne ressource en 6 jours, l'apprenant, au sorti de la formation, sera donc capable d'élaborer et d'animer un projet de prévention des TMS, de pouvoir mettre en œuvre la démarche, hein, donc à la fois de repérage, d'analyse et d'évaluation des risques TMS, mais aussi de pouvoir mettre en œuvre et établir un diagnostic ergonomique. Donc vraiment, l'identification des facteurs de risque et le lien entre ces facteurs de risque et les déterminants. De pouvoir participer à l'élaboration du plan d'action, mais pas seulement, de pouvoir l'accompagner dans sa mise en œuvre, dans son suivi et dans son évaluation. Hein, comme je vous le disais, être sûr que les actions mises en œuvre permettent de réduire ou de supprimer les facteurs de risque TMS, et qu'elles sont durables dans le temps et adaptées aux situations de travail. Et enfin, de pouvoir assurer une veille sur la maîtrise des risques TMS. Là où la formation chargée de prévention en 4 jours, dans son format adapté, l'apprenant, au sortir de la formation, donc, pourra identifier les risques TMS et les points, je dirais, structurants de la démarche à déployer, de l'action de prévention des TMS à déployer. De pouvoir conduire les différentes étapes présentées tout à l'heure de la démarche TMS Pro, pouvoir la déployer au sein de son établissement, de pouvoir contribuer et participer à la recherche de solutions, qu'elles soient techniques, organisationnelles ou humaines, pour avoir un impact sur les facteurs de risque identifiés. Et enfin, de pouvoir identifier des perspectives pour ancrer la démarche donc de façon pérenne, puisqu'on le rappelle, cette démarche se veut être abordée vraiment sous l'angle de la montée en compétences et de l'amélioration continue. Donc à nouveau, toutes les informations disponibles sur ce contenu pédagogique, sur les modalités, sur les objectifs, dans les fiches pédagogiques à disposition, à l'adresse qui s'affiche à l'écran sur notre site internet. Donc, ces outils font partie, je dirais, de l'offre de services proposée pour accompagner la mise en œuvre de cette démarche de prévention de TMS Pro, la démarche de prévention des TMS. D'autres outils complémentaires à se présenter font également partie de notre offre de services, de notre réseau. Et Sébastien va nous les présenter à présent plus en détail. Donc, Sébastien, je te rends la parole. Merci Maxime. Donc effectivement, on va élargir un petit peu avec d'autres éléments à votre disposition que nous vous proposons. Tout d'abord, le site qui accompagne la démarche. Effectivement, l'assurance maladie risque professionnel a mis en place un site public qui est hébergé sur Amélie Entreprise et qui revient de long en large, à la fois sur la problématique des troubles musculo-squelettiques, mais aussi sur cette démarche de prévention que vous a présenté Maxime tout à l'heure, avec un certain nombre d'outils téléchargeables, essentiellement des outils Excel, faciles d'accès, qui expliquent à chaque fois dans leur premier onglet comment utiliser l'outil, et puis un certain nombre après d'onglets qui permettent de mettre en œuvre les différents diagnostics. On a fait un focus ici sur cette diapo sur un outil qui concerne cette question des ressources, donc un quiz à disposition de l'entreprise sur l'identification des compétences éventuelles au sein de l'entreprise. Voilà, pour répondre à la question, est-ce qu'on a effectivement les compétences au sein de l'entreprise pour traiter cette problématique. Sur cette page web, vous retrouverez bien entendu bien d'autres informations
Donc, je vous invite vraiment à aller voir des témoignages, des retours d'expérience également sectoriels de la démarche de prévention des TMS. J'évoquais tout à l'heure l'importance de la mobilisation de l'employeur au sein de l'entreprise, qui est là pour initier la démarche, mais aussi bien mesurer les enjeux et mettre en parallèle donc les moyens nécessaires à la démarche de prévention. Dans l'étape 2 de la démarche TMS Pro, donc on insiste bien sur ce point-là. On démarre d'ailleurs l'étape 2 par cela. Et on propose une formation pour les dirigeants, une formation d'une journée pour accompagner les dirigeants sur ces thématiques-là. Un certain nombre donc de CARSAT organisent des formations. Alors dans le contexte sanitaire actuel, la mise en œuvre est un peu perturbée. Il est évident qu'aujourd'hui, on assiste plus à des mises en œuvre de formation en mixte, en blended, en présentiel ou en distanciel. Là, je vous invite vraiment à vous rapprocher de chaque CARSAT pour voir les modalités. Donc, encore une fois, on vous a mis en bas de cette diapo le lien pour la CARSAT des Hauts-de-France pour voir les modalités. Sachez également que si vous supprimez de cette adresse Internet le dernier additif, donc CARSAT-HDF, vous allez tomber sur une page d'accueil où vous aurez l'offre de formation de l'ensemble des CARSAT et CGSS du territoire. Donc vous retrouverez éventuellement l'offre de votre caisse. Dans les Hauts-de-France, on vous propose également un e-learning pour acquérir ces compétences pour l'employeur. Bon, d'ailleurs, cet e-learning n'est pas fermé au périmètre des Hauts-de-France. Il est bien entendu, tout à chacun est le bienvenu sur ce e-learning qui est composé de 4 modules qui peuvent être suivis, je dirais, à leur rythme. On peut très bien démarrer un module et revenir quelques heures ou quelques jours plus tard pour le finaliser. La durée totale de ces 4 modules, il faut compter environ 3 heures pour suivre ce e-learning. Et on reviendra sur ces 4 modules, sur les enjeux de la prévention. C'est quoi faire de la prévention au sein d'une entreprise ? Quel est le rôle attendu de l'employeur au niveau de la démarche de prévention? Et un focus sur le dernier module autour de la démarche de prévention des TMS. Voilà, je rappelle que ces formations, ce e-learning, tout ça, c'est à votre disposition. C'est inclus dans le taux de cotisation des entreprises. Et donc, il n'y a pas de frais pédagogiques associés à cette offre de service. Pour les inscriptions, encore une fois, vous cliquez sur le lien en bas de cette diapo. Pour la formation des salariés que j'évoquais tout à l'heure, former l'employeur, c'est une chose, former la personne ressource, c'est très important, bien entendu. Je pense que vous l'avez bien compris cet après-midi. Je vous ai dit tout à l'heure, il est important également de mobiliser les salariés. Alors, pitié, stop aux formations gestes et postures. Je vous invite à ce titre c'est la CARSAT Centre, la CARSAT d'Orléans qui a fait un très bon outil là-dessus, un comparatif entre ce qu'était la formation gestes et postures et ce que propose aujourd'hui notre réseau, la formation PRAP, prévention des risques liés à l'activité physique. Donc, notre réseau aujourd'hui préconise ce type de formation PRAP qui vont vraiment permettre aux salariés de devenir acteurs de l'analyse de la situation de travail et pouvoir réagir en conséquence, puisque le geste et posture, ne va juste que apporter des notions, des compétences sur la gestuelle, mais qui ne sont pas suffisantes pour traiter le fond du problème. Alors, on vous propose aujourd'hui 2 types de formations PRAP. Le PRAP qu'on appelle IBC pour industrie, bâtiment, commerce et activité de bureau. Donc, c'est très large, vous voyez, et au sein de cette formation qui dure 2 jours, on va accompagner le salarié dans la connaissance des risques, bien sûr, liés à son métier et sur l'analyse d'une situation de travail. Donc, savoir observer, analyser la situation, le poste de travail et comment je peux participer à la maîtrise du risque en proposant des améliorations. Moi, je peux vous garantir que les salariés et les entreprises qui font suivre
pour l'ensemble de leurs salariés ce type de formation, eh bien, voient du changement derrière. Pour le secteur sanitaire et médico-social, la formation PRAP-IBC ne convient pas. On propose le PRAP 2S, 2S pour sanitaire et médico-social. C'est une formation qui est plus longue, qui était jusqu'à présent proposée en 3 jours, mais qui est en train de passer à 4 jours. Pourquoi ? Eh bien, parce que dans ce secteur d'activité, on va effectivement avoir de la manipulation de personnes. Et donc, il va falloir apprendre à faire attention et prendre soin de la personne, mais aussi donc de l'autre, mais aussi de soi. On va venir donc apporter un complément durant cette formation pour prendre en compte ces aspects très, très spécifiques et particuliers. Donc, une formation un peu plus longue. Là aussi, vous pouvez retrouver l'ensemble des organismes qui sont habilités à proposer cette formation et qui surtout suivent le référentiel de l'INRS, soit sur le site de l'INRS ou sur le site de la CARSAT des Hauts-de-France, où vous verrez l'ensemble des organismes de formation, mais aussi leurs coordonnées pour plus de facilité de prise de contact. Nous avons également des unités techniques, je le disais tout à l'heure en début d'intervention, pour ceux qui nous ont rejoints après, des laboratoires de physique, des laboratoires de chimie, biologie, et qui sont là pour vous aider à évaluer l'exposition des salariés. Alors c'est vrai, au risque chimique, biologique, au risque physique également. Alors vous allez peut-être vous interroger sur mais quel lien avec les troubles musculo-squelettiques ? Eh bien, l'environnement, sachez que l'environnement de travail, Maxime l'a précisé tout à l'heure, eh bien, apporte un certain nombre de facteurs de risque et il faut être extrêmement vigilant à l'environnement de travail de ses collaborateurs et observer également ces aspects-là, notamment les ambiances thermiques, mais pas seulement, qui peuvent contribuer à l'apparition de troubles musculo-squelettiques. Ces unités techniques, elles sont là à votre service. Elles sont là, elles peuvent intervenir là aussi, eh bien dans le cadre de votre taux de cotisation actuel. Donc, n'hésitez pas à solliciter vos CARSAT pour une intervention. Et en ce qui concerne, donc vous avez là aussi les adresses de contact en bas de la diapo. Et en ce qui concerne la CARSAT des Hauts-de-France, eh bien nous proposons aux entreprises qui font intervenir un ergonome. Alors, soit en interne, qui ont un ergonome en interne, soit qui s'appuient sur des compétences ergonomiques au travers d'un ergonome au sein d'un service de santé au travail ou d'un ergonome consultant, eh bien, nous proposons un accompagnement par notre centre de mesure physique au travers d'un mesurage pour l'analyse de l'activité physique. Alors, je vais vulgariser un peu la chose, mais effectivement, on va venir équiper un collaborateur, un salarié à un poste de travail identifié au travers de capteurs, un petit peu comme ce que l'on peut le faire dans le cadre du cinéma pour les effets spéciaux. Et on va en effet venir mesurer les amplitudes, les efforts apportés durant un poste de travail et pouvoir identifier et déclencher derrière des prises de décision concernant un certain nombre de situations. Encore une fois, cette intervention eh bien, va se faire, bien entendu, après une analyse, bien sûr, de la demande et dans le cadre d'un accompagnement d'un ergonome au sein de l'entreprise. Donc, il faut bien qu'il y ait un ergonome soit interne, soit externe qui accompagne l'entreprise. Et puis, donc, on va venir apporter cette prestation pour pouvoir aider à la prise de décision. Donc, n'hésitez pas, c'est un peu innovant. On commence vraiment à avoir d'excellents retours d'entreprises qui mettent en œuvre. Bientôt, on valorisera cela au travers également de capsules vidéo pour vous montrer ce que ce type de prestation peut apporter. Je vais laisser Maxime vous indiquer également les aides financières. J'ai vu tout à l'heure dans le sondage qui vous a été proposé que pour les répondants en tout cas, environ 2/3 des répondants étaient éligibles à une aide financière. Donc, Maxime va vous expliquer cela. Merci Sébastien. Donc oui, effectivement, des aides financières également proposées par notre réseau pour pouvoir accompagner la mise en œuvre de cette démarche de prévention des TMS. Donc,
Sébastien le disait en introduction, sous réserve de certains critères d'éligibilité, notamment en termes de nombre de salariés. Donc la première aide qui peut être proposée, donc c'est l'aide TMS Pro Diagnostic, donc réservée aux entreprises de 1 à 49 salariés. Cette aide est plafonnée à 25 000 € et elle permet de financer 70% de l'une ou l'autre des prestations suivantes. Donc la formation d'une personne ressource en interne, ou alors la prestation ergonomique, c'est-à-dire l'étude des situations de travail et la formalisation du plan d'action qui en découle. L'objectif donc est bien d'identifier et de maîtriser les risques de TMS, donc on est bien au niveau des étapes 2 et 3 de la démarche de prévention TMS Pro. La seconde aide financière qui peut accompagner la mise en œuvre de cette démarche, donc c'est l'aide TMS Pro Action, donc elle aussi réservée aux entreprises de 1 à 49 salariés. Elle aussi plafonnée à 25 000 €, mais cette fois-ci planchée à 1 000 €. Et elle permet de financer à hauteur de 50% l'achat de matériel ou d'équipement et bien évidemment les formations qui sont associées à leur utilisation. Un prérequis incontournable, l'obligation de pouvoir fournir le diagnostic et le plan d'action qui a été réalisé au choix, donc soit par un prestataire extérieur ou alors par un salarié en interne ayant acquis les compétences pour mener le projet de prévention des TMS. Donc là, on est vraiment sur un objectif de transformer durablement les situations de travail à risque, donc dans l'étape 3 de la démarche TMS Pro. Et enfin, dernière aide financière. Alors celle-ci n'est pas spécifiquement dédiée à l'accompagnement et à la mise en œuvre d'une démarche de prévention des TMS. Son objectif est plus large, de pouvoir accompagner et financer des projets concrets de prévention, donc destinés à améliorer les conditions de travail, les conditions de santé et sécurité au sein des entreprises. Donc c'est le contrat de prévention. Donc il s'adresse aux entreprises dont l'effectif global est inférieur à 200 salariés, avec là un prérequis impératif, l'existence de ce qu'on appelle une CNO, une convention nationale d'objectifs, donc qui est un ensemble d'accords conclus entre la Caisse nationale d'assurance maladie et les organisations professionnelles représentatives d'une branche d'activité. Donc notre intervention s'achève, cette première partie du webinaire s'achève. Nous vous remercions déjà dans un premier temps de votre attention et de vous être rendu disponible. Et je pense qu'on va laisser place aux questions qui ont pu être posées au fil de la présentation dans le chat. Tout à fait, Maxime. Eh bien, on va démarrer tout de suite par des questions. Donc, surtout, n'hésitez pas, bien entendu, à la fois à poser vos questions sur ce chat. Nous essaierons de répondre à un maximum de questions et puis à répondre également au sondage qui peut encore apparaître. Donc, nous avons tout d'abord une question de Reynald qui nous pose, voilà, pouvez-vous aussi aider les entreprises à contester une maladie professionnelle ? Alors, toute maladie, bien entendu, professionnelle peut être contestée de manière générale dans tout courrier adressé par les CEPAM, par l'assurance maladie. Vous avez les modalités de contestation qui sont rappelées, les modalités de recours. Voilà. En ce qui nous concerne, nous, en tant qu'organisme de prévention, nous allons intervenir non pas pour rechercher un coupable ou des responsabilités. Notre mission, c'est bien de venir vous accompagner dans la recherche, dans la mise en œuvre, de la démarche de prévention. Donc dans une démarche proactive pour comprendre les situations de travail et faire en sorte que ces situations de travail évoluent sur des aspects organisationnels, techniques ou humains. Donc nous, vraiment, on se place sur le champ de la prévention. Alors, on a une deuxième question de Sabine, à laquelle je peux peut-être répondre également. Est-ce que vous intervenez dans le secteur public ? Alors, c'est vrai que le périmètre aujourd'hui des CARSAT, c'est celui donc des salariés du régime général et des travailleurs indépendants. Par ricochet, nous pouvons être amenés à intervenir dans le secteur public lorsqu'il y a des salariés contractuels au sein de ces secteurs.
Et donc, bien entendu, par ricochet, les postes que nous étudions, ou plus exactement les démarches de prévention que nous sommes amenés à proposer, eh bien, à l'entreprise, eh bien, va impacter à la fois les contractuels, les salariés contractuels, mais aussi les salariés du secteur public. Peut-être puis-je laisser Maxime répondre à la question suivante de Reynald. Maxime, n'y a-t-il pas quand même avec ces TMS un effet de mode? Alors aujourd'hui, et c'est vrai qu'on l'a évoqué tout au long de la présentation et surtout au début, les TMS constituent la première maladie professionnelle reconnue en France, hein, avec des taux de reconnaissance relativement élevés, puisqu'on est à près de 90% des maladies professionnelles reconnues. C'est vrai que la démarche TMS Pro proposée par l'assurance maladie risque professionnel est une démarche qui a été enclenchée depuis quelques années, avec un programme proposé sous différentes formes, avec une offre à la fois une offre de service global et puis une orientation prise vers un panel d'établissements, je dirais, ciblés pour sa sinistralité au-dessus des moyennes nationales en termes de maladies professionnelles, TMS et d'accidents de travail en Belgique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un intérêt réel à travailler et à accompagner les établissements et les entreprises sur ce sujet. Merci Maxime. Nous avons une question également de Reynald sur la règle du dernier employeur payeur va-t-elle changer? Alors Reynald, cette règle-là est issue d'un consensus entre partenaires sociaux. Et donc cette règle aujourd'hui, eh bien, le consensus n'est pas prévu pour évoluer dans l'immédiat. Donc effectivement, c'est la règle établie par consensus. Alors nous avons également une question de Séverine qui nous demande, mais l'étape 3 et 2 peuvent-elles être interchangeables, Maxime? Alors l'étape 2, pour rappel, c'est bien une étape dans laquelle on s'engage dans la démarche et on cadre le projet. Donc à la fois, on l'a vu sur les ressources et compétences à mettre en œuvre, sur l'implication aussi des salariés puisque la démarche se veut participative. Et la dernière sous-étape, je dirais, de cette étape 2, c'est l'identification des postes à risque TMS et leur hiérarchisation. Et l'étape 3, on est bien dans une étape où on analyse de façon approfondie les situations de travail à risque prioritaire pour pouvoir en faire ressortir les facteurs de risque et pouvoir proposer un plan d'action adapté aux facteurs de risque identifiés. Donc, je dirais comme dans toute démarche de prévention des risques, il y a ce volet identification des situations de travail à risque et hiérarchisation. Et puis, vient à la suite l'étude approfondie des situations de travail, vraiment pour pouvoir travailler au fur et à mesure sur ces situations de travail à risque identifiées. Après, effectivement, la démarche, on l'a vu, c'est une route d'énigme, une amélioration continue. Donc, une fois que, je dirais, les premiers postes à risque ont été identifiés, l'objectif, c'est de continuer, alors en plus en autonomie avec l'appropriation des outils et de la méthodologie proposée, de continuer à dérouler cette démarche sur les postes suivants qui apparaissent, je dirais, un peu moins exposants d'après la hiérarchisation faite dans l'étape précédente. Donc, il m'apparaît compliqué d'alterner et d'échanger les étapes 2 et 3 de la démarche. Merci Maxime. Il est vrai que nous accompagnons régulièrement des entreprises qui ont déjà des démarches de prévention en cours et qui nous disent « mais nous ne vous avons pas attendu pour mettre en place des choses », mais qui malheureusement n'obtiennent pas de résultats ou des résultats qui sont pas suffisamment satisfaisants pour l'entreprise. Et souvent, eh bien, lorsqu'on amène le diagnostic au sein de l'entreprise, eh bien, on observe que, eh bien, parfois, justement, cette méthodologie n'a pas forcément été mise dans le bon ordre, ou eh bien, il y a un certain nombre finalement de marches dans cette étape qui ont été sautées. Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas sauter des marches de l'étape. Il faut vraiment construire de manière extrêmement rigoureuse et d'y aller pas à pas. Ça peut sembler un peu scolaire, mais c'est la clé de réussite.
Alors on a une question ensuite, on a quelques questions sur la formation. Stéphanie qui nous demande, est-ce que la personne ressource, eh bien finalement peut être le formateur PRAP? Alors très bonne question, à la fois oui et à la fois non. Alors ça peut être pourquoi pas un formateur PRAP, effectivement. On a parlé longuement de l'importance du PRAP dans ce webinaire pour mobiliser les salariés, et des entreprises peuvent faire le choix de se dire, mais plutôt que de passer par un organisme habilité, eh bien je vais former en interne un formateur PRAP. Bon. Est-ce que ce formateur PRAP peut être la personne ressource? Alors, en l'état, avec juste les compétences apportées par la formation PRAP, non, puisque dans cette formation de formateur PRAP, certes, on va amener des blocs de compétences qui vont être utiles pour la personne ressource, mais il y a un certain nombre de blocs de compétences qui ne vont pas être présents. Je vais donner un exemple bien concret. Eh bien, dans la formation de formateur PRAP, on ne va pas aborder, par exemple, le pilotage, la gestion de projet, qui est une compétence essentielle pour la personne ressource. Donc, le formateur PRAP au sein de l'entreprise pourrait être une personne ressource, mais il faudra identifier si cette personne a bien toutes les compétences nécessaires pour assurer cette mission, et s'il ne faut pas compléter ces compétences en lui apportant une formation soit complémentaire, ou pourquoi pas lui faire passer un cycle de formation complet de personnes ressources. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous, cet après-midi, peuvent imaginer que les 6 jours présentés par Maxime, c'est une formation longue et coûteuse en termes d'investissement. Sachez que notre retour d'expérience aujourd'hui, il est extrêmement clair, et que toutes les entreprises qui se sont lancées dans cette démarche de mise en place d'une personne ressource avec cette formation de personne ressource de 6 jours ont vu une transformation de leur entreprise. Le retour sur investissement, il est réel. Au-delà, effectivement, comme Maxime l'a souligné, on propose également pour les petites structures une formation plus légère de 3 jours. Il ne faut pas non plus se mentir, hein, il faut être transparent là-dessus. Forcément, en 4 jours, on n'apporte pas tous les blocs de compétences que l'on apporte en 6 jours, bien entendu. C'est pas juste une formation qui va plus vite où le formateur parle plus vite, mais il y a bien, à un moment donné, un choix de compétences qui ne sont pas reprises. Y a-t-il des formations pour le secteur du BTP, demande Amandine. Alors, je l'ai précisé tout à l'heure, pour la formation PRAP, la formation donc des salariés, il y a bien une formation spécifique au BTP qui est la formation PRAP IBC. Et lorsque vous consultez un organisme de formation habilité pour la formation PRAP IBC, vous pouvez demander dans votre consultation à ce qu'il y ait bien un focus bâtiment et pourquoi pas une formation spécifique appropriée à ce secteur d'activité. Pour la formation personnes ressources, eh bien aujourd'hui, nous ne proposons pas un dispositif sectoriel spécifique pour le secteur du BTP. Nous proposons en effet des choses pour le transport routier, pour le secteur de la propreté, pour le secteur sanitaire et médico-social, mais nous n'avons pas aujourd'hui, notre réseau ne propose pas de formation spécifique au secteur du BTP pour la personne ressource. Faut-il effectuer, demande Simone, la formation à la fois générique et sectorielle? Non. Non, bien sûr que non. C'est générique ou sectoriel, puisque de toute façon, on va aborder les mêmes blocs de compétences, les mêmes choses d'un côté comme de l'autre. Donc, je ne pourrais que trop vous conseiller, si vous faites partie d'un secteur d'activité qui propose une offre sectorielle, eh bien de passer par l'offre sectorielle, qui sera d'autant plus adaptée dans le jargon employé, mais aussi dans les exemples retenus, qui sera approprié à votre secteur d'activité. Et en plus, l'offre sectorielle, eh bien, c'est un package complet qui va comprendre donc la formation du dirigeant, la personne ressource et les salariés. Donc, c'est vraiment un vrai plus proposé à l'entreprise. Rien ne vous empêche de faire le choix de la formation générique, mais la formation sectorielle est bien plus adaptée si vous faites partie des secteurs d'activité où nous proposons une offre sectorielle. Simone propose également la question, cette formation donne-t-elle un titre? Alors, il y a une attestation de présence, voilà, il y a un certificat émis à l'issue, il n'y a pas de titre particulier derrière, mais effectivement, c'est une formation qui permet clairement de mettre en avant qu'on est une personne ressource
sur le sujet des TMS. Quelle différence avec une formation PRAP pose Nicolas? Alors, c'était peut-être la question entre une différence geste et posture et une formation PRAP, j'imagine. Donc effectivement, là, je vous invite, d'ailleurs, on peut peut-être le projeter en parallèle. La CARSAT d'Orléans a fait un excellent document qui reprécise bien les différences entre la formation geste et posture et formation PRAP. Donc effectivement, c'est pas du tout les mêmes attendus, les mêmes objectifs. Donc on ne peut que trop vous conseiller de suivre une formation plutôt PRAP pour les salariés. Nous sommes en train d'ailleurs de mise à jour de documents et de compléter avec d'autres éléments. Voilà. Alors, si la question était plutôt orientée entre la différence entre une personne ressource et une formation PRAP, eh bien, tout simplement, c'est la cible n'est pas la même. Encore une fois, la formation PRAP vise les salariés, alors que la formation personne ressource vise l'animateur de la démarche. Ce document qui est projeté est téléchargeable sur notre site internet. Alors, Grégory demande, bonjour, est-ce que ce site dédié peut-il être utilisé par des établissements non ciblés par TMS Pro, Maxime? Alors, le site présenté par Sébastien tout à l'heure, qui est le site qu'on appelle le site public, qui est le site Amélie Entreprise, accessible en libre droit par tout le monde. Donc, ce site Amélie Entreprise reprend l'intégralité de la présentation de la démarche, reprend l'intégralité des témoignages aussi, dont sont extraits certains témoignages qu'on vous a présentés tout à l'heure, et reprend également l'ensemble des outils et des méthodologies proposées par le programme et la démarche TMS Pro. Donc, ce site Amélie Entreprise est accessible à toute entreprise qui souhaiterait s'engager dans une démarche de prévention des TMS. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce programme TMS Pro revêt deux aspects. À la fois une offre de services pour des entreprises qui souhaiteraient s'engager dans une démarche. Et Grégory parle dans sa question d'établissements non ciblés TMS Pro. C'est vrai que le deuxième pan de ce programme TMS Pro, c'est de concerner à l'échelle nationale 8000 établissements et dans notre région spécifiquement environ 700 établissements qui ont été ciblés dans ce programme pour une sinistralité en maladie professionnelle TMS ou en accident de travail lombalgie, je dirais une sinistralité au-dessus des moyennes nationales. Et donc pour ces 8000 établissements et ces 700 dans la région, ces établissements ont accès à un espace en ligne restreint qui leur est spécifiquement dédié, donc sécurisé avec des identifiants de mot de passe, donc qui leur permettent avec l'accompagnement personnalisé de leur agent de secteur, contrôleur de sécurité ou ingénieur conseil, de pouvoir déployer, mettre en œuvre la démarche et au travers de cet espace restreint, d'avoir accès aux outils et de pouvoir rendre compte de leur progression dans la démarche. Donc il y a vraiment le site public Amélie Entreprise à disposition de toutes les entreprises et le site restreint avec les espaces restreints spécifiquement pour les établissements ciblés dans la démarche. Une question de Stéphanie. Est-ce possible d'utiliser cet outil MRAP dans le cadre d'une sensibilisation de la CARSAT en interne? Alors Sébastien, peut-être que tu peux répondre. Alors moi je vous invite Stéphanie, voilà, à prendre contact avec nous au travers du lien qui a été mis sur cette diapo-là pour creuser cette question-là. Encore une fois, on va faire une analyse de la demande, peut-être préciser effectivement votre demande et regarder dans quelles conditions. Cet outil, il est bien sûr utilisé encore une fois dans le cadre d'un accompagnement et encadré par une compétence ergonomique. On insiste, c'est vraiment important qu'il y ait la compétence ergonomique au sein de l'entreprise pour pouvoir l'utiliser, compétence interne ou externe, et pour venir affiner l'évaluation d'une situation de travail. Mais par ricochet, bien entendu, cet outil pourra servir en termes de sensibilisation. C'est pas le premier objectif de l'utiliser comme sensibilisation, mais par ricochet, ça peut être utilisé. Donc, je vous invite bien entendu à nous faire part de votre besoin et de votre demande. Et bien sûr, on étudiera cela avec attention pour pouvoir vous apporter une réponse.
Alors ensuite, on a pas mal de questions sur les aides financières. Je vais essayer de les traiter un peu de bloc. D'abord, l'aide financière est-elle épuisée? Alors, c'est une réponse un peu complexe. Sachez que chaque CARSAT en fait reçoit une enveloppe budgétaire annuelle pour répondre aux aides, aux besoins des entreprises, donc de sa région. Ce sont des budgets annuels, donc effectivement, c'est premier arrivé, premier servi, et effectivement, avant fin d'année, dans un certain nombre de régions, il peut y avoir des aides qui sont closes parce que l'aide est épuisée. Alors écoutez, au 26 mars 2021 à 15h20, en ce qui concerne la CARSAT des Hauts-de-France, l'aide n'est pas épuisée. Donc vous pouvez tout à fait encore bénéficier d'aide concernant les TMS. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez également, c'est une autre question posée, bénéficier des 2 aides qui sont en effet cumulatives. Donc vous pouvez bénéficier des 2 aides. Nicolas demande, est-ce que quid des plus de 200 salariés? Et une autre personne pose la question des plus de 400 salariés. Bien, malheureusement, en ce qui concerne les aides de l'assurance maladie et risque professionnel, donc le seuil est bien à 200 salariés en ce qui concerne donc la taille de l'entreprise. Donc on ne va pas regarder l'effectif du SIRET, mais l'effectif du SIRAN, donc de l'entreprise. Et donc il y a une question également du même type sur si je fais partie d'un groupe, est-ce que je peux bénéficier de l'aide? Là aussi, ça dépend un petit peu des montages finalement économiques des structures du groupe. Il y a des groupes où finalement les établissements sont assez indépendants financièrement les uns des autres, avec des SIRAN différents. Donc là, oui, si on est moins de 200 salariés, chaque établissement pourrait bénéficier d'une aide. Si par contre la structure fait que au niveau du cumul d'effectifs au niveau du SIRAN, on dépasse les 200 salariés, malheureusement, vous ne pouvez pas bénéficier d'aide de notre part. Voilà. Après, il y a potentiellement d'autres aides. Je pense notamment au secteur des EHPAD. Vous pouvez vous tourner, par exemple, vers les ARS pour un certain nombre d'aides. Voilà, on peut trouver comme ça d'autres aides. Mais en ce qui concerne notre réseau, les seuils de 50 salariés et 200 salariés sont issus là aussi d'un consensus social. Une question de Reynald sur la formation, toujours. Pouvez-vous faire un audit pour déterminer nos besoins de formation? Écoutez, vous pouvez vous rapprocher, bien entendu, du contrôleur de sécurité qui est en charge de votre entreprise et qui pourra vous accompagner pour vous proposer les formations les plus adéquates pour répondre à votre problématique en fonction de la taille de votre entreprise, de votre secteur d'activité et puis de la culture de prévention qui est actuellement en place chez vous. Donc, n'hésitez pas à contacter le contrôleur de sécurité qui est en charge de votre entreprise pour vous accompagner là-dessus. Vous pouvez également envoyer un message à notre service formation qui pourra vous aider, mais qui n'aura pas forcément l'éclairage du contexte de votre entreprise. Donc, vous avez les 2 solutions. Alors, une question de Christian sur quelle est la part du travail administratif dans les TMS. Alors, je dois avouer ne pas forcément bien saisir l'objet de la question. Donc, j'invite Christian peut-être à reformuler sa question s'il est toujours parmi nous pour que l'on puisse répondre à cette question. Si la question concerne est-ce que lorsque je suis à un poste administratif, est-ce que je peux déclencher un trouble musculo-squelettique? La réponse est oui, puisque effectivement, au-delà des facteurs biomécaniques, comme l'a évoqué Maxime à juste titre tout à l'heure, il y a également des facteurs psychosociaux qui vont intervenir dans l'apparition de ce type de pathologie. Et donc voilà, c'est un ensemble de facteurs que l'on va observer. Il n'y a pas forcément besoin d'être sur une chaîne de production pour développer un trouble musculo-squelettique. Alors, pour la formation PRAP2S et la différence entre geste et posture, donc là aussi, je vous invite à venir télécharger ce petit comparatif qui est à l'écran et qui sera disponible sur notre site internet dès la fin de cette présentation, ou plus exactement, je pense, lundi.
et qui est disponible également sur le site de la CARSAT d'Orléans et qui vous explique bien les différences notables entre les deux. Encore une fois, le PRAP, on va venir entre autres aborder l'aspect analyse de la situation de travail et rendre acteur la personne, le salarié dans la démarche, alors que sur le geste et posture, souvent dans ce type de formation, on va juste regarder la gestuelle et rappeler des principes de base sur le fait de se tenir bien droit et d'utiliser les muscles des cuisses, par exemple, qui sont les muscles les plus forts du corps. Mais voilà, dans la réalité après de la situation de travail, eh bien, on va parfois se retrouver confronté à des problématiques ou des situations où on ne pourra pas mettre en œuvre ces bons principes. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la formation geste et posture n'est pas suffisante. Avez-vous des aides, nous demande Johan, pour les entreprises qui souhaitent changer du matériel? Maxime? Alors, parmi les aides financières présentées tout à l'heure, l'aide financière TMS Pro Action, donc qui permet de financer à hauteur de 50% les investissements en termes d'achat de matériel. Cette aide financière est pleinement éligible aux entreprises qui n'ont pas formé une personne en interne, puisque le prérequis nécessaire, c'est la réalisation d'un diagnostic ergonomique, donc les observations des postes de travail et la formalisation du plan d'action. Donc c'est l'accompagnement au financement des matériels qui découlerait de ce plan d'action. Et le prérequis, donc, c'est que cette analyse ergonomique ait été réalisée soit par un consultant externe, comme on les a évoqués tout à l'heure, ou alors par une personne formée en interne sur les compétences requises en matière de prévention des TMS. Simone nous demande quel est le délai pour commencer cette démarche avec un accompagnement de la CARSAT, Maxime. Alors, le délai pour commencer cette démarche, écoutez, ça c'est comme souvent à voir au cas par cas. Le plus tôt est le mieux. Après avoir effectivement en fonction de vos possibilités. Et là, je ne peux que vous inviter à vous rapprocher de votre agent de secteur que vous connaissez peut-être déjà, ou si ce n'est pas encore le cas, ce sera l'occasion, justement pour voir dans quelle mesure engager cette démarche au regard des possibilités qui sont les vôtres. Voilà. Après, la mise en œuvre en elle-même de la démarche est très variable en fonction d'une entreprise par rapport à une autre, en fonction de sa taille, des ressources déjà en place au sein de l'entreprise, du temps à pouvoir y consacrer. Donc, on peut voir avec Maxime un certain nombre d'entreprises qui vont très vite dans la démarche et qui obtiennent des résultats assez rapidement. Enfin, quand même, sous réserve de plusieurs mois, bien entendu. Au bout d'une année, on peut avoir déjà de très bons résultats. Parfois, des entreprises ont besoin de plus de temps. J'ai quand même envie de dire après que dans la mise en œuvre, il ne faut pas non plus avoir des démarches qui sont trop étirées dans le temps. Eh bien, sinon, on risque de ne pas avoir les résultats escomptés. Sébastien, on a des précisions de la part de Christian concernant sa question de tout à l'heure. Donc, il nous demande... est-ce que ce risque TMS est important dans le milieu de l'activité de bureau et comparé au total des cas, quelle est sa part? Et un complément apporté, la démarche semble assez lourde. Est-ce que cette démarche est adaptée au travail de bureau? Alors, le travail purement administratif aujourd'hui n'est pas un secteur jugé comme prioritaire dans nos démarches de prévention. Aujourd'hui, dans ce qu'on appelle la saison 2 du programme TMS Pro, il y a un certain nombre de secteurs d'activité pour pas vous le cacher. D'ailleurs, si vous allez surfer ce week-end ou la semaine prochaine sur Amélie Entreprise, vous verrez qu'il y a un certain nombre de secteurs sur lesquels nous faisons un focus, qui sont bien sûr plus concernés que d'autres. Voilà, l'agroalimentaire, la grande distribution, le transport, la logistique, la métallurgie, l'aide et soins à la personne, j'en ai peut-être oublié quelques-uns, donc qui sont des secteurs fortement touchés sur lesquels on propose un accompagnement d'ailleurs spécifique. Voilà. Alors pour autant, dire qu'il ne faut pas se préoccuper de cela dans l'activité administrative, eh bien oui, c'est toujours un problème sur lequel on peut se pencher. Après,
ça nécessite, vous voyez, je pense, de regarder, de mettre en œuvre la première étape justement de la démarche, l'état des lieux, et de voir aujourd'hui s'il y a un certain nombre d'indicateurs qui vous semblent inquiétants au sein de votre entreprise, que ce soit au niveau de maladies professionnelles déclarées, que ce soit au niveau d'accidents du travail déclarés liés à de la manutention, donc des limbagos, ou peut-être, ça peut être parfois aussi d'autres types d'accidents déclarés, mais aussi d'autres indicateurs un peu plus fins, comme de l'absentéisme par exemple. Bon, et ça n'est qu'à l'issue de ce diagnostic, finalement, de ce pré-diagnostic, de cet état des lieux, eh bien que vous pourrez juger de la priorité de ce risque au sein de votre structure et de la nécessité après derrière de la démarche à mettre en jeu. Donc moi je vous invite à regarder ces éléments-là avant d'initier. Mais effectivement, comme je l'ai souligné tout à l'heure, la formation PRAP qui touche les salariés, notamment la formation PRAP IBC, eh bien, elle est bien proposée également pour l'activité de bureau. C'est pas anodin. C'est qu'effectivement, l'INRS a bien identifié qu'il y avait un besoin dans ce type d'activité, eh bien, d'accompagner les salariés et de leur proposer une formation où ils peuvent devenir acteurs sur ces champs-là. La démarche, elle est plus ou moins lourde en fonction du type d'entreprise que l'on a, et puis après aussi des ressources qu'on a en interne. C'est sûr qu'on peut avoir des grands écarts en fonction du type de l'entreprise dans laquelle on est. Justement, pour continuer sur la formation PRAP, une question, est-ce qu'il existe un recyclage PRAP si les salariés ont déjà bénéficié de cette formation en 2017-2018? Une question de Véronique. Oui, tout à fait. Il y a des recyclages. Je vous invite à consulter notre site internet, vraiment qui explique en détail, eh bien, tout ce qui est proposé en termes éventuellement de remise à niveau, de formation. Alors nous, on anime aussi les organismes. On fait une animation de réseau au niveau des organismes de formation pour les tenir au courant des nouveautés au niveau de l'INRS, de ce qui est proposé. Comme je l'ai évoqué précédemment, notamment en ce qui concerne le secteur sanitaire et médico-social, l'actualité du moment, c'est qu'effectivement, il y a une évolution des référentiels vers vraiment ces notions de prendre soin de l'autre et de soi-même. Et donc, c'est pour ça que cette formation PRAP2S passe aujourd'hui de 3 jours, cette formation initiale, à 4 jours. Donc, je vous invite vraiment à consulter notre site internet ou le site de l'INRS qui reprend en détail tous ces éléments-là. Et toujours sur le volet des formations, Thierry qui nous pose la question, pour nous qui travaillons dans le ménage chez les particuliers, quelle formation choisir entre la formation dédiée au secteur médico-social, la formation aide à domicile ou la formation du secteur de la propreté? J'ai envie de dire, alors les trois forcément sont bien, la générique aussi est très bien. Il faut vraiment regarder le cœur de métier de votre entreprise. Ça nécessiterait certainement un échange, peut-être un peu plus affiné. Si vous faites plus de l'aide à domicile et que cette aide à domicile inclut des opérations entre autres de ménage, je vous conseillerais plutôt l'aide sectorielle de l'aide et soins à domicile qui me semble plus appropriée que l'aide propreté qui vise plus des opérations de nettoyage, soit nettoyage en secteur de bureau ou de nettoyage en secteur industriel, ou que la formation sanitaire et médico-sociale qui va quand même qui va accentuer quand même ses propos autour de l'aide à la personne plus que sur des activités de ménage. Donc je vous proposerai plus a priori comme cela, avec les éléments que j'ai, la formation sectorielle d'aide et soins à domicile. Alors on a une question de Simone. Comment connaître notre interlocuteur de la CARSAT? Alors au début de la présentation, parmi l'offre de services qui a été présentée, vous avez un rappel du mail auquel vous pouvez écrire et faire la demande pour connaître votre agent CARSAT si ce n'est pas encore le cas. Donc c'est l'adresse contactprévention@carsat-nordpicardie.fr. Vous demandez à pouvoir être mis en relation avec votre préventeur CARSAT et donc la demande sera relayée auprès du préventeur. Alors on a une question d'Isabelle sur le fait, pensez-vous ou avez-vous la preuve qu'en faisant ces démarches de formation, ce sera plus facile pour nous de contester
une maladie pro. De type TMS. Alors voilà, je le répète, je l'ai dit effectivement tout à l'heure, notre démarche est absolument pas voilà à la fois ni de chercher des responsabilités ni d'entrer dans des démarches de contestation. C'est pas l'enjeu. Nous, on est dans des démarches de prévention. On est là effectivement pour eh bien accompagner l'entreprise pour éviter que ce type de problématique eh bien ne perdure dans le temps et que des indicateurs de performance de l'entreprise s'améliorent le plus rapidement possible. Je parlais par exemple de l'absentéisme tout à l'heure. Donc voilà, nous on vise à ces démarches-là, à ces résultats-là. Alors, on a beaucoup de questions. Alors, j'essaie de retrouver les questions auxquelles on n'a pas répondu. Alors, avez-vous des graphiques sur l'évolution des TMS depuis quelques années? Alors, sur le site Amélie Entreprise que nous évoquions tout à l'heure, vous allez retrouver des données statistiques. Donc, effectivement, avec une augmentation de la problématique TMS ces dernières années. Ce que vous n'allez peut-être pas retrouver, c'est que nous, on observe clairement que l'indice de fréquence lié au TMS eh bien, diminue avec la mise en œuvre de cette démarche de prévention de type TMS Pro. Donc, vous allez retrouver aussi des statistiques en fonction du secteur d'activité. Donc, ça pourra répondre en partie, je pense, à la question qui sont posées dans le chat. Ouais, des statistiques sur des données génériques, tout secteur d'activité confondu, et effectivement des statistiques sur des secteurs d'activité bien particuliers. Donc, pouvons-nous associer cette action avec l'évaluation risque professionnel? Bien entendu, tout est lié, est intimement lié. Donc, cette démarche de prévention, eh bien, elle est associée à cette démarche d'évaluation des risques. D'ailleurs, dans la démarche TMS Pro, dans l'une des premières questions, on va se poser cette question, est-ce que déjà, au travers de la démarche d'évaluation existante, il y avait déjà eu de pris en considération ce risque-là, quelles en étaient les données de sortie, et puis finalement, tout le travail qu'on va mener dans cette démarche de prévention va pouvoir alimenter l'évaluation des risques professionnels. Alors, qu'est-il attendu d'un accompagnement de cette démarche en grand compte? J'imagine que la question provient d'un accompagnement éventuellement d'enseignes associées donc autour de plusieurs établissements. Donc, si c'est bien le sens de la question, c'est vrai qu'on cherche à accompagner, à initier des démarches également au travers d'enseignes, quand il y a une enseigne qui a plusieurs établissements concernés par cette problématique, eh bien, on cherche à mobiliser finalement cette enseigne de manière un petit peu homogène, en créant une synergie et puis des échanges croisés. Ce serait un peu une perte finalement d'énergie et de temps que de mobiliser les entreprises de façon indépendante, les unes par rapport aux autres. Donc, il est vrai que notre réseau, aujourd'hui, se penche sur cette question et propose une articulation, une animation, une réflexion sur un certain nombre d'enseignes pour pouvoir, avoir un regard coordonné, d'avancer dans le programme, que les établissements puissent avancer de manière assez homogène, en se faisant aussi des retours d'expérience liés finalement à la spécificité de leur enseigne. Donc oui, c'est un réel plus que d'accompagner et d'entraîner finalement un certain nombre d'établissements qui ont des fonctionnements plus ou moins similaires, mais il faut être vigilant malgré tout aux spécificités locales qui peuvent faire en sorte que les diagnostics peuvent apporter des différentes d'un endroit à un autre. Donc on va être vigilant à ce que aux spécificités locales quand même derrière, à la fois dans l'état des lieux, le diagnostic, mais aussi dans la mise en œuvre du plan d'action derrière. Alors je pense qu'on a un peu fait le tour, Maxime, des questions.
Je regarde en même temps sur le chat. Donc voilà. Donc je vois encore une réflexion plutôt qu'une question d'une personne sur le fait qu'effectivement, il peut y avoir un certain nombre aujourd'hui de mal de dos, de mal d'épaule au sein de l'entreprise. Et voilà, est-ce que vraiment tout ça apporte des solutions concrètes? Moi, je vous invite encore une fois à aller voir. On en a diffusé un exemple, un témoignage vidéo et puis du verbatim tout à l'heure lors de notre exposé. Moi, je vous invite vraiment à aller voir d'autres témoignages sur le site d'Amélie Entreprise qui vous montrera qu'un certain nombre d'entreprises ont bien réussi au travers de cette démarche et notamment de la formation des différents acteurs de l'entreprise, à la fois de la personne ressource qui est là pour donner plus de concret, de l'appropriation, de la pérennité, mais aussi de la formation de l'employeur et des salariés. On réussit à mettre en place effectivement des solutions extrêmement concrètes qui visent non pas que de l'achat de matériel, mais aussi qui visent sur des axes humains et surtout sur des axes de réorganisation et d'organisation des situations de travail, des choses très concrètes pour obtenir des résultats. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin des questions. Au début de notre intervention, il y avait environ 36% des personnes qui avaient répondu au sondage qui attendaient de cette prestation, en tout cas, d'avoir un bon état d'esprit pour partir en week-end. Donc, j'espère qu'on a, Maxime et moi-même, répondu favorablement à cela. En tout cas, avec un peu moins d'humour, j'espère en tout cas que cet après-midi, nous avons éclairé sur l'importance de monter en compétence au sein de l'entreprise un animateur de la démarche de prévention des TMS, mais bien plus largement, d'avoir une personne ressource qui gère pour une partie de son temps ou pourquoi pas pour ceux qui le peuvent, pour un temps complet, la démarche de prévention au sein de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle parfois également au sein de certaines entreprises le salarié désigné compétent ou l'animateur de prévention. Alors, je n'aime pas appeler ça le responsable sécurité parce que c'est en termes sémantiques certainement pas le bon terme approprié, parce qu'un responsable sécurité est certainement pas responsable de la sécurité de l'entreprise. Mais voilà, d'avoir un animateur sécurité, c'était un petit peu également, si je peux élargir le débat, l'enjeu de nos propos cet après-midi, de vous montrer le pourquoi, de l'intérêt d'investir sur ce type de mission au sein de l'entreprise et surtout de ne pas juste désigner une personne qui passe par là et de lui donner ce rôle-là, mais de l'accompagner en lui donnant des billes, en le faisant monter en compétences et en lui disant qu'il n'est pas seul, mais qu'il peut se tourner vers un certain nombre d'accompagnement au sein de l'entreprise et autour de l'entreprise pour asseoir cette démarche. Encore une fois, vous l'avez vu lors des témoignages, il y a des entreprises qui sont tellement contents de l'apport et du retour sur investissement qui n'hésitent pas à reformer une autre personne ressource au départ de la personne ressource d'entreprise parce que c'est aussi des réalités. Parfois, la vie fait que la personne ressource quitte l'entreprise. Donc, ces entreprises-là ont vu l'intérêt de l'investissement et remplacent la personne ressource ou parfois font même le choix d'avoir une deuxième personne ressource dans leur effectif. Merci en tout cas à tout le monde. Merci Maxime. Bon week-end à tout le monde. Merci, bon week-end à vous également.